Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis. 1 heure de débat autour de l'actualité. Alors évidemment, davantage politique qu'économique du jour. Quoique vous allez voir, on va se servir des compétences de nos invités pour vous préparer des petites surprises. Ah non, je suis ravi le business case de relance de LR et du Parti Socialiste. Ça va être pas mal. Allez, on va voir ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas, fondateur de Valumène, management de transition. Et donc tu as accepté ma proposition d'essayer de relancer le PS et LR. Bah oui, ouais. Cabinet de conseil. Cabinet de conseil. Hein, voilà. Aziz Seni, salut Aziz, fondateur de BIMO, de C'est mon taxi à Dakar, mais aussi vice-président, c'est ça, co-président de la commission du MEDEF, nouvelle responsabilité entrepreneuriale. Et toi, tu nous as apporté un truc très intéressant sur le vote des partenaires sociaux. Mais il n'y a pas le MEDEF, il n'y a pas les patrons, il n'y a pas le vote des patrons. Si, l'avant-dernière colonne. L'avant-dernière colonne, ouais, il y a les logos. Le temps de regarder. Et puis Stéphane Vernufel, salut Stéphane, cofondateur de netinvestissement.fr. Tiens, pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'inquiète plus personne? Enfin, en tout cas, pas les marchés, pas le monde de la finance, pas le... On a l'impression que là, il s'est passé quelque chose, non? Justement, moi, je fais partie des gens qui... On n'est pas vraiment d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. J'ai eu le C'est-à-dire, t'as une inquiétude. Non, en fait, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas sur la dette, tu ne le vois pas sur l'euro, tu ne le vois pas. Tu vois aucun des... Il n'y a pas de réaction de marché de forte. Aucun des indicateurs qu'on pouvait attendre ne réagit. Quand tu commences là à voir depuis lundi un petit peu les scénarios des gérants, et en particulier des gérants obligataires, là, je peux te garantir qu'en revanche, alors ils sont tous plus ou moins persuadés, et il faut faire très attention d'ailleurs à ce phénomène, que de toute façon Macron gagnera sans trop de difficultés. Mais il faut que tu saches quand même que principalement toutes les projections, économistes ou gérants, te disent, d'un point de vue financier pur, il y a un risque de perte d'un point de croissance dans les 6-8 mois qui suivent une élection d'un extrême. Ça s'est vu en Europe. Alors, la Hongrie n'est pas la France, etc., etc. Bon. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une contraction fondamentale, surtout sur les taux obligataires, parce que même si elle dit qu'elle ne va plus sortir de l'Europe, forcément, il va y avoir une méfiance très très forte des partenaires européens. Et donc, à ce moment-là, France Trésorerie, qui emprunte, pourrait se retrouver avec des points de PIB sur les taux d'emprunt. Donc, les spreads s'élargiraient, technique. Oui, il peut y avoir une prime de risque particulière sur la dette française. Mais elle serait déjà un peu là, tu vois. Elle serait déjà un peu là, on parle beaucoup économie sur les plateaux depuis dimanche, et on parle beaucoup, évidemment, des deux programmes et des conséquences des programmes. Et je pense qu'on va le faire aujourd'hui. On verra à partir de quel moment l'un ou l'autre peut-être, pardonnez-moi le terme, merder, puis l'autre pas. Ça, ce sera peut-être un peu partisan. En revanche, il y a une vraie inquiétude sur... Non, mais... Le terme merder sera peut-être un peu partisan. Voilà. Visez mon regard. Mais en tout cas, sur les marchés, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Pour l'instant, ils ne réagissent pas parce qu'en fait, il n'y a pas de surprise, objectivement. Ils avaient quasiment tous parié, enfin, en tout cas, les banques américaines, etc., avaient parié Macron et Le Pen ou Zemmour, c'est-à-dire un extrême plutôt droite, plutôt libéral. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas soulevé le capot du programme économique de Marine Le Pen, mais... pour l'instant, il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est l'approche du deuxième tour. Et c'est sur l'obligataire qu'il pourrait y avoir une vraie surprise. Contraction des taux générales, contraction de l'AOT. La France ne se financera plus pareil. Et ce serait plus simple. Enfin, la France ne se financera plus pareil. Ou alors on rentre dans une séquence. J'ai ressorti là, la séquence août 2011. Ça. Trichet qui envoie une lettre à Berlusconi, donc c'est l'Italie, au plus fort des attaques spéculatives contre l'Italie et l'Espagne. Le Conseil, donc Trichet à ce moment-là est à la tête de la Banque Centrale Européenne, le Conseil des gouverneurs considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance des investisseurs. Et suit une liste assez impressionnante d'ailleurs, c'est vraiment un programme quasi détaillé que la Banque Centrale Européenne impose en fait au gouvernement italien, si vous voulez qu'on continue à soutenir, votre monnaie, enfin à soutenir la dette italienne. Je fais juste une aparté d'une phrase. Et Berlusconi va sauter d'ailleurs à la fin de cet épisode. Le régime politique n'est pas le même qu'en France. Là, on a quand même une donnée qui est importante. Même si Marine Le Pen était élue le 24 ou 25 avril, derrière, c'est les élections législatives. Et c'est finalement sa politique, on ne la connaît pas vraiment et on ne sait pas avec qui elle va gouverner. Donc les marchés sont aussi un peu attentistes. Parce que pour l'instant, il n'y aura pas encore
finalement Tu crois que même le 25 au matin, si imaginons qu'elle est élue, même le 25 au matin, tu n'auras pas un choc comparable à... non, comparable peut-être pas, mais tu auras... 11 mai 81, moi j'ai des vieux boursiers qui me racontent encore le 11 mai 81. Les mecs vont pas mettre leur lingot dans les valises et tu vas pas voir une file sur le pont de I. Tout était... Je crois qu'ils avaient fermé la bourse, il me semble. C'était possible. Enfin, ça bouge 48 heures, puis ça revient, tout ça reprend vite à un rythme normal. Après, tu as raison, c'est les législatives derrière. Donc, bon... Il y a ce tampon-là, parce que le président, finalement, il préside en France, il gouverne de fait quand il a sa majorité avec lui. Donc, mais sinon, on est un régime parlementaire. Bien sûr. Tu ne peux finalement c'est le Parlement, le pouvoir souverain, c'est le Parlement. Ouais, d'accord. Ouais, mais l'hypothèse d'une cohabitation sur ce sujet, est-ce que c'est pas un degré, je vais aller sur l'expression populaire, c'est pas un degré de bordélisation supplémentaire tiens. Plus que Chirac-Mitterrand Ouais, parce que là, c'est encore plus, mais plus étiré en termes de... Non, tu vois, alors pour le coup, notre Constitution, je sais que tout le monde veut la changer, la Constitution, mais elle est quand même remarquablement bien faite. Et le président de la République, il reste... il inaugure les chrysanthèmes, point à la ligne. Il n'y a pas... c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Point. Tout ce qu'il peut faire, c'est... bloquer. Comme le disait Mitterrand. Non, il ne peut pas bloquer. Ah non, on n'est pas aux États-Unis, Aziz. Il ne peut rien bloquer du tout. Bloqué par la non-signature de certains décrets. Très limité. Très limité. Souviens-toi quand il y a eu... Les nominations, souviens-toi quand il y a eu Mitterrand-Chirac, les nominations, et puis il y avait eu cette fameuse phrase de Mitterrand, on ne va pas aller en Allemagne en tandem. Donc il y a les visites protocolaires internationales, etc. Et tout, voilà. En ce moment, comme il n'y a pas du tout d'actualité géopolitique en Europe, je veux dire, c'est pas très grave de donner les clés des affaires étrangères à Mme Le Pen, qui a l'air de s'y connaître très bien et d'avoir des amis de qualité. On est obligé de le dire quand même, parce que il y a un certain nombre de copains qui ont mal tourné. Voilà, mais il a des chrysanthèmes, enfin, il a quand même encore la mainmise. C'est des chrysanthèmes explosifs. C'est sur la partie internationale, quand même, c'est elle qui va représenter tout ça. Un mot là-dessus, juste les marchés, tout ça, etc. Enfin bref, une assez grande stabilité. Vous voyez du monde, tu vois des chefs d'entreprise, j'en vois beaucoup. Oui, bien sûr. Non, honnêtement. T'as l'impression que les gars sont pas inquiets, mais même de l'éventualité de Marine Le Pen. Bon, voilà, écoute, si c'est Marine Le Pen, ce sera Marine Le Pen. J'ai l'impression que le climat est radicalement différent, ce qui, Stéphane a raison, est peut-être un petit peu inquiétant pour Macron, radicalement différent de ce qu'il était il y a 5 ans. En tout cas, il y a beaucoup moins d'inquiétude qu'on en a eu en 2002. Ah oui, ça c'est incomparable. Bon, voilà. Et deuxièmement, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les arguments sortis par beaucoup d'entrepreneurs, ils ont écouté, on a eu Trump aux États-Unis, tout le monde était super inquiet aussi. Finalement, quand on prend un tout petit peu de recul, il y a une politique très différente, mais enfin voilà, ça n'a pas été un cataclysme mondial pour l'économie américaine. Elle n'a pas... Au contraire. Et même au contraire. Donc voilà, c'est vrai que moi je vois pas d'inquiétude, peut-être dans les marchés plus. Aziz ? On compare beaucoup Trump à Marine Le Pen. Je peux vous dire que quand vous mettez le nez dans le programme économique de l'un et de l'autre, c'est pas tout à fait la même école. Et le moral des entrepreneurs, effectivement, en ce moment, sur les PME, TPE, ils sont plus inquiets de ce qui peut se passer en Ukraine et en Russie que de l'élection en elle-même. Non, mais c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a une série de chocs là qui sont en train de gérer. Tu as raison. Indéniablement, d'un point de vue économique pur, je ne parle pas après de leur vision de la société que je ne partage pas non plus, comme ça c'est dit. Zemmour était beaucoup plus proche de Trump dans le côté libéral de son programme économique. Marine Le Pen n'a rien à voir avec Trump. Elle veut mettre du fonctionnaire, elle veut baisser la... c'est très social. Et c'est très nouveau dans le Front National. Le Rassemblement National, c'est très socialisé, en fait. Attends, Aziz dit c'est très social. C'est plus social que le nouveau Macron, là, qui est en train, depuis 48 heures, de nous ramener la retraite de 65 à 64, 63, 62, 61, d'indexer les pensions, d'indexer l'ensemble des prestations sociales. On a un nouveau gars, là. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que Macron, entre les deux tours, est en train de changer un petit peu d'orientation. Il était pour la retraite à 65. En même temps, l'élection, le score de Mélenchon l'invite à revoir sa position. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on passe de conviction à stratégie électorale. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Non, Madame Le Pen, pour moi, son programme, il est populo-socialiste, pour pas utiliser un autre terme, mais ne pas choquer les oreilles. C'est du national, préférence nationale, et du socialisme, avec une explosion de la dépense publique. On pourra revenir Vas-y. Sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Elle veut d'un côté supprimer l'ARS, mais de l'autre côté recréer un ISF qui ne dit pas son nom. Enfin, il y a quelques mesures qui sont... elle veut faire un anti-ISF. C'est-à-dire, c'est plus l'ISF qui pèserait sur l'immobilier, mais il pèserait sur
l'activité de Stéphane. Donc elle prendrait l'autre bout en fait de l'ISF. Voilà. On peut faire de la cosmétique et du marketing. À la fin, c'est quand même des sous qui sortent de la poche. Donc, mais les gens ne sont pas très conscients. Hein, c'est important ce que tu dis. Alors, après, on sort un peu du cadre, mais quand tu as une politique très nationale qui est héritée de son père et qu'elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé, quand tu vois la population des gens qui avaient dans la rue hier qui la soutenaient, ils sont toujours là, ceux-là, hein, tu sais, qui vont bien à l'ancienne. Et puis, tu as de l'autre côté cette jeunesse mélenchoniste qui est très, très sociale. C'est-à-dire qu'à la gauche de la gauche, tu mélanges ces deux-là en général. Tiens, pas bien dans on va voir le. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. On va voir le tableau que nous apporte Aziz, qui est très intéressant là-dessus. Donc, vote au premier tour de l'élection présidentielle. Je crois que c'est Liaison Sociale qui a fait le sondage, hein, c'est ça voilà, Harris Interactive pour Liaison Sociale. Donc, alors, vous ne voyez pas grand-chose, on vous le met pour vous montrer qu'on l'a bien, mais voilà. Alors, tu regardes, donc c'est intéressant, tu parlais des électeurs de Mélenchon, on peut peut-être le retrouver chez les militants de la CGT, et donc tu as 22% des militants de la CGT qui votent Marine Le Pen. Ah oui, mais ça, on le voit un petit peu partout. Son discours est diffus. 22% des militants de la CGT, 15% des militants de la CFDT, 31% des militants de Force Ouvrière. Ouais. Ça va leur faire bizarre, ça, aux gars de Force Ouvrière. Hein. En tout cas, c'était pas la culture historique. 29% bon, ils sont plus très nombreux, mais 29% des militants de la CFTC. Ils deviennent beaucoup moins romantiques, ces extrêmes gauches, hein, finalement. Tu sais, cette extrême gauche qui non, mais Force Ouvrière, c'est pas l'extrême gauche, normalement. Tu vois, Force Ouvrière, les gars sont plutôt... Ah oui, c'est pas l'extrême droite non plus. C'est pas la droite libérale non plus. Je veux dire, c'est quand même des gens du social-démocrate. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors, pour moi, le chiffre le plus intéressant, c'est le vote des militants CFDT, parce que la négociation sur la retraite, elle va quand même se faire, comme à chaque fois, avec la CFDT. Et 44%, je suis très surpris de ce chiffre, hein, des militants de la CFDT ont voté pour Emmanuel Macron. Tu soulèves un point intéressant, et c'est celui que je voulais mettre en exergue. C'est simplement, on va élire un président, mais derrière, il y a des négociations qui se mettent en place en fonction des programmes, etc. Et d'avoir un peu un recul sur les dominantes, les orientations que peuvent prendre les différentes bases de ces différentes organisations, qu'elles soient salariales ou patronales d'ailleurs, parce que c'est extrêmement intéressant, ça nous donne une tendance. Moi, je suis surpris de voir, on vient de parler du programme de Marine Le Pen, je suis surpris de voir qu'il y a presque 30% dans les organisations patronales d'entrepreneurs qui j'ose espérer qu'ils n'ont pas lu le programme économique de Marine Le Pen, parce que c'est se tirer 2 balles dans chacun des pieds. C'est assez oui, mais qu'est-ce que tu appelles entrepreneur? C'est ça toujours le problème, tu sais. Qu'est-ce que tu appelles parce que ça peut être le poujadisme, c'est un mouvement d'entrepreneurs, hein, que tu le veuilles ou non, hein, dans les années 50. Il a toujours été, ces dernières années en tout cas, il était à la marge. Dans les années 50, c'est des entrepreneurs qui portent Pierre Poujade à l'Assemblée nationale avec Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, pour le coup. À l'Assemblée, là on parle d'une présidence et on parle d'un tiers. Nombreux, c'était pour râler. Oui, non mais c'est pour ça, je veux dire, entrepreneur, faut pas s'étonner du fait que tu aies 10-20% d'entrepreneurs qui sont encore aujourd'hui. Ce qui m'étonne, c'est pas tant qu'ils le soient. Ce qui m'étonne, c'est peut-être le manque d'études de manière rationnelle des programmes et des projets. N'importe quel entrepreneur avec son compte d'exploitation qui prend le programme de Marine Le Pen et qui regarde son compte d'exploitation va tout de suite s'apercevoir où ça va bloquer. Tout de suite. Donc c'est là où je trouve que c'est le militant de la CGT, un magasin qui vend, alors j'allais dire qu'il vend des chaussures, oui, tu vas avoir un problème parce qu'il faut que le flux vienne de la Chine. Qui vend du textile, oui, tu vas avoir un problème. Le flux vienne de la Chine. Tu ouvres ton magasin, tu mets de la lumière, tu vas avoir un problème parce que tu vas avoir un problème aussi. Elle propose de baisser la TVA et de manière drastique. Le premier flux financier du financement de l'action publique, le premier impôt, ça reste quand même un peu la TVA. Là, elle veut la réduire sans nous expliquer réellement où est-ce qu'elle va trouver la différence. Devine où elle va trouver la différence. Oui, mais Aziz, c'est là où... il faut y aller en responsabilité, mais où moi j'ai un sujet. Oui. C'est que l'autre en face, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Emmanuel Macron? Je veux dire, les 40 milliards qu'il dépense pour le bouclier énergie, ils sortent d'où et comment est-ce qu'on va les payer? Et derrière, tu vas regarder son chiffrage à lui, parce que moi je l'ai fait. Bon, je le disais déjà hier, mais enfin, franchement, c'est ahurissant. Hein. C'est-à-dire 15 milliards d'euros par an, je le répète ça parce que tout le monde l'a, 15 milliards d'euros par an gagnés grâce à la modernisation des process administratifs et les nouvelles technologies.
15 milliards d'euros par an. À mon avis, ça vaut largement les 18 milliards de Marine Le Pen repris sur la fraude fiscale, sociale, etc. Et tout, tu vois. C'est-à-dire que en face, mais bon, visiblement, ils s'en sont rendus compte. Il faut qu'il se mette en responsabilité, quoi. Il faut que lui aussi, il aille serrer l'ensemble des verrous qu'il a serrés, tu vois. Surtout quand Emmanuel Macron vient d'annoncer, pas plus tard qu'hier, qu'il allait travailler durant les 10 jours pour finaliser son programme. Oui, Moi, je suis quand même effaré de l'impréparation et franchement du manque de sérieux du président de la République actuelle pour attaquer son nouveau quinquennat. Hein. Honnêtement, moi je suis effaré des sommes dépensées, effaré de l'impréparation, effaré des déficits. C'est-à-dire on envoie du 15 milliards, du 30 milliards à droite et à gauche sans qu'il y ait la moindre maîtrise budgétaire. Hein. Il y a 30 milliards qui se baladent, par exemple. Quand même, hein. Il y a 30 milliards qui se baladent. Je te donne la parole après, Stéphane, mais pour investissement dans les nouvelles technologies, machin. Mais tu te dis, mais ça fait partie de France 2030 ou c'est 30 milliards en plus de France 2030 qui sont déjà d'ailleurs 50 milliards? Ça sort d'où? Ça vient? Tu n'en sais rien. Tu regardes, tu comprends rien. La précision n'est pas là. Tu sais pas d'où ça vient. Bah, c'est pas que la précision n'est pas là, c'est qu'en fait, il faut faire des coups. On est dans l'ère du temps et on est autour d'un plateau. Donc évidemment, on sait très bien que cette élection, premier tour et deuxième tour, c'est ça qui m'inquiète encore plus, se joue sur ça. Se joue sur l'annonce qui va récupérer... Jean-Marc Daniel, que tu connais très bien, a utilisé un terme hyper intéressant cette semaine, l'électeur marginal, c'est-à-dire le dernier que tu vas réussir à gauler dans le camp de l'autre, qui peut faire basculer. J'ai trouvé la démonstration, alors elle était évidemment comme d'habitude vite pour moi, parce que c'était Jean-Marc Daniel, mais voilà, c'était hyper intéressant. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, là, il faut vous y préparer. Ils vont sortir des trucs de nulle part, pas vraiment explicables, mais parce qu'en fait, ça y est, ils ont tous compris, et on ne va pas faire semblant autour de cette table. Il y a des choses tellement incohérentes dans le programme de Marine Le Pen. Et il y a des choses, j'ai envie de dire, moins cohérentes qu'on aurait pu l'espérer. Voilà, c'est pas moins cohérente, c'est laissé de côté. Il est le chef de l'État sortant. Il n'y a pas eu un chef de l'État sortant qui s'est représenté, qui avait un programme chiffré correct quasiment. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont jamais réélus. C'est quand même pas normal. Non mais avoue que c'est quand même pas normal. Ils ont l'appareil d'État quand même, enfin... Stéphane, est-ce que c'est utile? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se faire attaquer sur son bilan à l'entre-deux tours, qui est un bilan qui est en fait extrêmement embêtant pour Marine Le Pen, parce que ça n'était pas mon président, c'était pas mon choix, Emmanuel Macron. Dans la situation qu'on vient de passer, pouvoir d'achat, il a plutôt augmenté, le chômage il est quand même record bas. On s'est endetté, mais on sait pourquoi, pour un truc où le monde entier s'est endetté. Enfin, il y a quand même des éléments. La formation secondaire, on en a parlé. L'apprentissage, on en a parlé. C'est des choses déterminantes pour l'avenir de nos gosses. Les Français, ils s'en foutent. Elle arrive et elle dit quoi? Le pouvoir d'achat, l'inflation en Ukraine, ce qui n'a donc rien à voir avec les 5 ans de travail. Il est vrai que c'est BFM. On ne gagne pas forcément une élection sur un programme. Il faut trouver la phrase. Il faut trouver la phrase. Règle de base en politique, qui va mettre la personne dans les clous. Et là, la nouveauté de Marine Le Pen... Non, Marion, visiblement, c'est de ne plus sortir de l'Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça fait 15 ans qu'elle nous raconte que tous ses programmes politiques et que toute sa théorie politique repose sur un truc qu'elle a dédié d'un revers de main. De quoi tu parles? Là, j'ai raté le... Plus sortir de l'Europe du jour au lendemain. Ah, oui. Voilà. Ah bah c'est important, c'était quand même un peu la base de son... Oui, mais ça, elle y avait déjà renoncé en 2017, ça. Ah bah, elle avait renoncé en 2017, elle avait dit que finalement, il fallait peut-être s'adapter à la situation. Ah bah, déjà en 2017, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se prend les pieds dans le tapis et que Macron peut l'accueillir. Déjà, c'était on ne sort plus de l'euro. Donc, est-ce que tu vois, je le portais pas forcément dans mon cœur, mais je vais les prendre tous, mais est-ce que tu vois De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand ou Chirac aller attaquer leur adversaire sur le fait qu'ils sont copains avec le Premier ministre hongrois, qui est un fiefé salaud et tout? On en est arrivé là, qu'on est que notre président de la République française, à un moment donné, il est obligé à Strasbourg de placer une petite phrase. Mais vous voulez voter pour Marine Le Pen, mais ça va être la Hongrie. Voilà ce qu'il dit. Si on avait été dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, alors d'abord, De Gaulle, Pompidou, j'en sais rien, on n'était pas nés. Je ne crois pas que Chirac puisse s'interdire quoi que ce soit en termes de manœuvre, tu vois, électorale. Là, je suis assez d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, on est arrivé à ce genre d'argumentaire. Voilà, on est arrivé à ce genre d'argumentaire parce qu'ils cherchent tous les moyens à un moment donné de contrer finalement un programme global qui n'est pas lisible. Bon, c'est surtout que... Moi, je reviens sur ton tableau. La palissade, c'est qu'on a des votes qui sont de plus en plus passionnés.
Les gens ne votent plus sur un programme, ils ne vont pas lire le programme. On en a quelques-uns, effectivement. J'ai presque envie de parler d'initiés. Quand est-ce que tu as voté sur un programme? Tu as voté une fois sur un programme dans ta vie? Évidemment, et sur quelques valeurs et 2-3 mesures, oui. Et il y en a pour qui je ne voterai jamais. Alors, parce que leurs mesures sont très loin de ce que je peux imaginer. Oui, évidemment. Par exemple, la réforme de la retraite à points de Macron il y a 5 ans, tu as voté pour ça? Pas forcément. L'assurance chômage pour les démissionnaires, tu as voté pour ça? Non, mais par exemple, le barème... je te cite des trucs qu'on attend toujours. Le barème au tribunal des prud'hommes et la réforme sur le sujet, pour moi, oui, c'était un sujet, c'était quelque chose de très intéressant. Non, je vais juste te dire, quand tu votes pour un programme, ces deux-là, en plus, ça m'intéressait beaucoup, moi. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit, hein, le formidable slogan de Macron sur la retraite, et l'assurance chômage pour les démissionnaires. Tu les attends toujours. Tu vois, tu votes pour un programme, mais en fait, derrière, contraint, forcé, ou parce que c'est des promesses que de toute façon, il n'avait pas l'envie d'appliquer. Déception, donc colère, donc vote, où on te retrouve avec un pays divisé en trois blocs, extrême droite, extrême gauche et une colonne centrale. Donc voilà, c'est ça le menu maintenant politique pour les Français. Bon, mais moi, je veux revenir sur ton tableau, parce que je trouve ça super intéressant. Non, mais dans l'idée de la négo, parce que ça va être une négo très, très importante pour le pays, quand même, sur les retraites, là, même s'il s'arrête à 64 ans, on verra peut-être qu'il... Ça va être compliqué pour Monsieur Berger, dont j'ai oublié le prénom. Mon Dieu. Enfin bref, pour le patron de la CFDT. Laurent Berger. Quand tu as 44% de tes adhérents qui ont voté pour le gars qui dit oui, il faut la retraite à 64 ans, voilà, ça va faciliter. Enfin, je pense que ça va faciliter la négociation. Ça m'intéresse comme chiffre. Enfin, alors, ceci dit, pour avoir lu un peu, dans le programme de Marine Le Pen, on a l'air de se focaliser sur le 60 ans. Finalement, c'est quand même 40 annuités. Donc, je rappelle que quelqu'un qui commencerait à 24 ans ou à 25 ans, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça le fait partir à la retraite à 64, 65 ans aussi. Hein. Oui, mais c'est l'important. Non, mais parce qu'on joue toujours sur les mots, c'est 60 contre 65. Oui, mais ça veut dire qu'elle reste à 40 ans de cotisation. Et on n'y est plus, même aujourd'hui, on n'y est plus. Tu vois, donc, on n'y est plus. Tu mets par terre le système à 40 ans. Bien sûr. On fera la semaine prochaine, d'ailleurs, je le dis d'un mot, mais un spécial retraite. Voilà, avec les experts des retraites, comme ça, voilà. On fera le point sur... Avec des vrais, quoi. On fera le point sur le sujet. Non, mais tu sais que les retraites, c'est un truc de fou. Il faut inviter Emmanuel Grimaud. Eh bien, évidemment, il sera là. Emmanuel qui peut nous expliquer évidemment, les retraites, parce que c'est toujours limpide quand c'est lui qui en parle. Et il faut quand même que vous sachiez tous, enfin je le dis d'un mot, je l'ai déjà dit, que ne pas se faire conseiller si vous êtes entrepreneur. Alors évidemment, on est dans la situation où la vie s'est plutôt bien passée, où on a eu de la chance. Ne pas se faire conseiller sur les derniers arbitrages à faire, notamment sur tel ou tel statut d'entreprise, etc., sur les 5 dernières années, peut vous amener des écarts de pension de retraite à l'arrivée qui sont des écarts considérables. Je referme la parenthèse. On fait la pause. Tiens, on va faire la pause maintenant, et comme ça, on aura tout le temps de faire le business case de la relance de LR et du Parti Socialiste. On se retrouve dans un instant. On repart. Donc, Nicolas. Stéphane. Ouais. Non, mais c'est bien parce que tu as fait le job. On a même du PowerPoint. On a du PowerPoint. Et alors, Bismarck n'a pas les moyens de payer les PowerPoint des cabinets de conseil, donc c'est purement bénévole. C'est pro bono, comme on dit. Voilà, exactement. C'est pro bono. Ouais. Bon, on met le premier là sur donc relance. Enfin, comment t'appelles ça, toi? Et comment ça s'appelle d'ailleurs dans ton métier? C'est quoi? Là, c'est du retournement. Retournement. Ouais, c'est du retournement. Non, alors c'est très intéressant parce qu'on est sollicité, alors un petit peu moins, c'est vrai, depuis 2 ans, au niveau des entreprises, pour retourner des entreprises qui traversent des crises. J'ai moi-même d'ailleurs été manager de transition et directeur général de plusieurs ETI comme ça, sur des missions d'1 an, 1 an et demi. Donc c'est vrai que je connais bien le sujet. Alors, si on prend nos partis politiques, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors là, on a pris le cas, étude de cas de LR. On peut prendre évidemment le PS, on ne fait pas de politique, on pourrait prendre les Verts, peu importe. Le sujet est la chose suivante. Bon, on a une dirigeante politique qui, visiblement, en termes de résultats, s'est retrouvée nettement en deçà de ce qu'elle aurait pu espérer. Tellement en deçà qu'elle est en dessous du seuil des 5% et que par définition, ça devient une crise financière majeure. Voilà, donc ça, c'est un sujet d'actualité. On a un problème là de légitimité, parce que certains m'ont dit oui, mais pour LR, Sarkozy a eu la même chose, on a sorti le Sarkoton. Non, ça n'a rien à voir. Le Sarkoton, l'époque de Sarkozy, c'est les comptes de campagne ont été invalidés.
c'est pas pareil. Il n'y avait pas un manque de légitimité de Nicolas Sarkozy. C'est étonnant. Non. Il y en a un, c'était pénal. C'était une surprise. Si tu veux, c'était pénal. Elle, c'est pas pénal, donc c'est plus grave. J'adore. Au moins, lui, il a triché. Vas-y. Non, alors, en l'occurrence, pour LR, aujourd'hui, on a une crise de gouvernance, aujourd'hui, avec d'ailleurs un organigramme qui est pléthorique, et on y viendra sur les solutions. On a une crise financière majeure à court terme, parce que d'ici le 15 mai, ils doivent impérativement trouver les 5 millions d'euros. Sinon, ça s'appelle une liquidation judiciaire du parti, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez d'actifs. Donc, ce serait la fin de LR en tant qu'entité juridique aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a des sujets quand même très court terme, évidemment, parce qu'une des solutions, c'est évidemment les législatives qui arrivent dans quelques semaines seulement. Et il ne faut pas oublier les législatives, pour l'expliquer simplement, c'est qu'un député LR à l'Assemblée nationale, c'est 40 000 euros de revenus pour le parti. Et donc si derrière, on perd 20, 30, 40, 50, 60% de ses députés, alors là, on va dans une bérésina avec un siège social qu'on ne pourra plus financer, avec des salariés, parce que vous avez des salariés. Donc si je remets ça dans le business, en fait, tu as une entreprise qui est en crise de liquidité profonde et en crise de cash profonde, au moment où elle doit faire sa période de Noël, où elle doit aller ramener énormément de business et énormément de clients, parce que l'occasion ne se représentera pas avant 5 ans. C'est ça le truc. Exactement, c'est un problème de BFR. Bon alors, comment elle fait? Après le constat, on a des solutions? Alors la solution, c'est de passer par un cabinet de conseil comme lui-même. Alors on a la solution. Voilà, on a le PowerPoint, les gars. C'est quand est-ce que ça allait arriver? C'est mon quotidien chez nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est appelé par des équipes de direction exactement dans ce type de cas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on supprime le directeur général ou le président qui est en poste parce qu'il n'y a plus la légitimité. Nous, on va définir et mettre en place un manager de transition expert du retournement avec des objectifs très pragmatiques. Donc tu remplaces Valérie Pécresse par un directeur... Non, attends, question précise, parce que Valérie Pécresse, à la tête de la boîte, parce que tu as dissociation des fonctions, on va dire. Tu as président, directeur général. Donc tu vires les deux? Tu gardes Pécresse, tu vires Jacob, tu gardes Pécresse, tu vires Pécresse, tu gardes Jacob. Tu peux garder un Jacob, effectivement, qui pourrait être dans un équivalent, entre guillemets, conseil de surveillance, mais il faut que le patron opérationnel, donc ça dépend des statuts de l'entité dans lequel, mais le patron opérationnel doit être ce manager de transition qui va bâtir un plan d'action. Et il vient forcément de l'extérieur ou il peut venir de l'intérieur de l'organisation? Alors, bon, ça c'est le vaste sujet. Moi, et c'est quoi son profil? Attends. C'est toujours mieux, moi je pense, de venir de l'extérieur avec des gens aguerris, qui ont les références, les compétences et qui ont mené ce type d'exercice. Parce que tout le monde n'est pas apte à piloter une gestion de crise. Tout le monde n'est pas apte à tenir une salle avec 12 000 personnes et à tenir pendant 1h30. Ça demande des qualités, ça demande une formation, ça demande des compétences. Les situations de retournement, ce que nous vivons au quotidien pour les entreprises que nous accompagnons, c'est exactement ça. Il faut des gens aguerris parce qu'il faut des gens ultra pragmatiques, avec un vrai leadership, capable de réembarquer les équipes, mais tout de suite maintenant, c'est-à-dire on n'a pas le temps d'élaborer un plan stratégique pendant 6 mois et de bâtir un plan à 3 ans, c'est un plan à 30 jours, à 60 jours. La problématique de cash, elle est tout de suite, ils ont des factures à payer. L'évasion des adhérents par rapport au choix politique, en l'occurrence de Valérie Pécresse lors de son discours de dernier tour, c'est immédiat. Et alors, donc, question d'Aziz, c'est quoi son profil? Est-ce que ça peut être un poste d'insertion, de sortie de prison, par exemple? Alors, tu prends l'ancien. On est sérieux là. J'ai pas donné de nom. Mais non. on est sérieux. Ancien maire de Neuilly, ancien président de la République. Finalement. Ou à Levallois. À côté. Qui reste à côté de ça. Non, allez, sérieux. Non, moi ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Non, Ça peut être le profil. Sérieusement, quand on intervient dans ce type de situation, en tout cas, ce sont à chaque fois des personnalités qui ont du leadership, qui ont une capacité d'aller vite, qui sont pragmatiques, c'est-à-dire on va tout de suite à l'essentiel, avec une culture du résultat et de la performance extrêmement forte. Voilà, ça c'est vraiment, j'allais dire, l'ADN central de tout manager de transition, expert dans le restructuring, parce que si vous n'avez pas ça,
derrière, c'est comme de la chantilly en plein soleil, ça se t'as des liquéfie noms rapidement. T'as des noms, t'as des profils Si, écoute, moi j'en ai oui. plusieurs avec succès. J'ai été aux Antilles, j'ai mené une grosse opération pendant 1 an et demi sur le sujet. Non, mais là, il parle de LR. là. Non. Est-ce que tu as une shortlist avec des noms Tiens, tu nous remets le slide d'ailleurs des solutions, parce qu'il y en a d'autres des solutions derrière. Qui correspondent à la description que tu viens de C'est dire. compliqué. Non, mais là, il y a un vrai C'est pour ça que je pose la C'est-à-dire question. que Justement, il y a un travail d'identification de celui qui... Par exemple, si j'étais à la tête de LR en tant que manager transition expert de restructuring, d'abord je m'occuperais, je prendrais l'organigramme pléthorique de Valérie Pécresse avec 50 personnes dans l'organigramme, je constituerais une équipe de 4-5 personnes, donc une équipe restreinte, centrée sur, vraiment focusée sur la gestion de crise, avec les 3-4 priorités essentielles, le cash, la communication interne et externe, parce qu'il faut maintenir ces 140, 150 000 adhérents et tout faire effectivement pour faire rentrer du cash, mais on ne fera pas rentrer du cash comme ça. C'est-à-dire qu'il faut leur vendre du rêve, il faut leur vendre un projet derrière. Mais c'est ça, tu n'as plus de produits. Le problème, c'est que tu n'as plus de produits à vendre. L'idée, c'est de reconstruire et de prendre des engagements. Et par exemple, je délivrerai un plan stratégique que je mettrai en œuvre chez LR, c'est que je refondrai l'intégralité des statuts avec un système de commission par adhérent et avec quelque chose qui soit beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, beaucoup plus dans l'air du temps. Pour sortir un programme de manière... Et en élaborant un programme collaboratif pour fédérer à nouveau les talents et les compétences et rebâtir un projet à 3-5 ans. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais chez LR. Tu devrais en parler à Denis. C'est peut-être le moment. Denis Père, tu veux dire. Denis Père, bien sûr, oui. C'est ce qu'on a fait... modestement c'est ce qu'on a fait avec les cafés. Non, justement, là, toi justement, qui fait partie de... Enfin, je peux comprendre. De quoi ? Ancien électeur LR, qui a fait d'autres choix. C'est séduisant ou pas comme je trouve que c'est... J'ai une mission pour toi. Voilà. On rappelle en fin d'émission. Dis-lui comme t'as rien à faire. Non, mais après, le problème, moi, j'avais vécu ça à l'époque, il y a plusieurs années, quand il y avait eu un peu alors, c'est pas sur des mêmes risques financiers, mais il y avait eu le Sarkoton, et puis ensuite, il y avait eu évidemment Fillon-Copé qui s'était fracturé sur des élections. Ça avait coûté très cher, et là, on avait une fracture. C'est là où ils ont vendu le siège, d'ailleurs. Voilà, il y a eu une fracture politique qui a entraîné la perte de compétences de ces gens de l'ombre qui gèrent un peu tout ça. Parce que finalement, ce dont parle Nicolas, c'est très juste, mais les gens que moi, j'ai pu croiser dans ma petite carrière politique, et qui assurent, si on veut dire, la direction générale, c'est-à-dire la brouette de trucs à gérer, quoi, ils sont pas connus. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'il faut garder Pécresse ou Jacob, etc. Mais finalement, c'est pas ces gens-là qui doivent diriger la gestion de la boutique est derrière. La gestion d'un parti politique devrait être faite par des gens qui ont le métier. Eux, ils sont là, en fait, entre guillemets, pour driver la partie politique. Je comprends, Stéphane, mais on va dire, les directeurs généraux... Ton problème, c'est le produit. Ton problème, c'est qu'il faut aller chercher le client. C'est pas eux qui vont aller chercher le client. Eux, ils sont là, effectivement, pour... Je crois qu'il y a notamment Daniel Fasquelle, par exemple. Ils sont là pour, à un moment, effectivement, remettre les comptes d'équerre. Donc, la décision prise de vendre le siège rue de Vaugirard, de devenir locataire, ce qui leur donne aujourd'hui, visiblement d'ailleurs, la surface pour pouvoir essayer d'amortir le choc. Idéologique. Mais derrière, voilà, il faut sortir un programme. Et je trouve que c'est vachement intéressant ce que dit... Là, pour parler des... Ce que dit Nicolas. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, après les régionales, je crois que c'était après les régionales, était rodé de ses ils ont cru. cendres. Ils ont cru. C'est pas qu'ils ont cru, c'est que là, moi je pense, mais on va observer les élections législatives, il y a une polarisation qui se faisait beaucoup sur la présidentielle, etc. Et on voit que les réflexes des électeurs français, c'est rassurant ou inquiétant. Pour ma part, c'est inquiétant. Ils votent plus du tout de la même façon quand c'est une élection locale, régionale, législative ou présidentielle. Alors la présidentielle, c'est très incarné. Donc moi, je suis convaincu que sur les 21 ou 22% de notre ami Mélenchon, il y en a à peu près 3 ou 4, juste parce que les jeunes le trouvent funky, parce qu'il rigole, parce qu'il dit des trucs qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est certain. C'est indéniable. C'est arrivé à chaque génération d'hommes politiques. Il y en a la salle, 3%, parce qu'il est sympa. Voilà, bon. Après, quand ça devient législatif, quand ça devient régional, les municipales, où là, tu connais ton maire, les législatifs, c'est important aussi, parce que le député LR ou le député PS, qui est là depuis des siècles, ils vont pas faire 1,7 le PS au législatif, parce qu'ils sont très implantés, etc. Je serais quand même très très curieux. Parce que tu as passé en 2017. Quoi. Oui, mais tu laisses de côté ce qui a été le phénomène majeur, on en a parlé depuis le début de la semaine, de cette élection, qui est une course au vote utile
dans les 3-4 derniers jours. C'est ça. Je ne crois pas un instant que les sondages avaient mal mesuré. Les sondages avaient bien mesuré, simplement à un moment, clac, les gens ont pris une décision. Oui, mais ça, c'est une décision rationnelle, légitime, parce qu'il y avait une menace. Ben, bien sûr que si. Quand tu écoutes Quand l'ensemble des électeurs de gauche décide finalement, quasiment l'ensemble, décide finalement de partir massivement sur Jean-Luc Mélenchon, c'est une décision rationnelle, pick the winner. Mais voilà. Tu peux dire rationnel. Mais c'est une décision rationnelle d'aller prendre celui qui, dans leur camp, a les meilleures chances. A les meilleures chances. De la même façon que les électeurs de droite. Stéphane, le bobo parisien qui est en trottinette pour aller au bureau, qui vit dans le 6e. Non, mais que tu ne sois pas d'accord avec lui, comment c'est il peut une... voter Mélenchon? Tu pas son camp. Tu confonds deux choses. Que tu ne sois pas d'accord avec lui, c'est une chose. Mais que lui qui se dit de gauche se dise, bon, effectivement, Anne Hidalgo a fait 22 000 voix à Paris. C'est pas possible. C'est improbable, c'est improbable. C'est improbable. Donc ça veut dire que celui que tu décris, à un moment... quoi. Mais, oui, mais de manière rationnelle, pour aller voter pour celui qui, dans son camp, à gauche, avait les meilleures chances. Avait les meilleures chances. Et c'est ce qui s'est passé. Et aux yeux des électeurs, parce que si on continue avec le parallèle du business case, là, c'est que aux yeux des électeurs, du client, le produit est meilleur chez Mélenchon que chez Hidalgo. Ça, et si le produit n'est pas bon, on en revient à une chose qui va un petit peu dans ton sens, c'est que le commercial, il est bon, lui. Voilà. Le commercial, lui, il est bon. Et le problème, là, sur le business case, c'est quel est le produit ? Comment on reformate? On a bien vu l'idéologie Pécresse tirée entre centre-droit et la branche Ciotti. Ça te donne un produit fade, on ne sait pas ce qu'elle vend. Et la commercialisation, ce que tu disais, le tempérament, le leadership, la capacité à les convaincre. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Non, très clairement, là, pour LR, la structuration est que déjà le choix du candidat a été foiré d'entrée et que théoriquement, dans une stratégie de retournement, tu dois polariser les compétences de chacun dans ce qu'ils savent faire. Et Valérie, elle est formidable, mais il faut qu'elle reste dans un bureau de travail. Tu penses que Xavier Bertrand aurait fait mieux? Je pense que Xavier Bertrand, sur ses terres, on ne saura jamais. Mais dans le Nord, il y avait un mieux ratissé. Il est plus sympathique, en vrai. Il est plus humain. Non, mais là, mais là, vous êtes sur le profil du commercial. N'évacuez pas le produit. Le produit est invendable. T'as Ciotti, t'as une branche Ciotti, t'as un truc, un mixte, un truc qui n'a pas de saveur. En tout cas, je pense que nos anciens chefs se sont bien arrangés politiquement pendant quelques années. C'est qui nos anciens chefs? Attends, c'est qui? Je te disais. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, pour avoir des gens moins bons qu'eux. Alors que moi, je passe ma vie dans les entreprises à dire à des dirigeants d'entreprise, ayez l'intelligence de recruter. C'est là la limite de ton exercice. Parce que la logique politique, c'est je m'entoure de moins bons que moi pour pas qu'on pique la place. Alors que le patron de boîte va aller chercher. Pas tous ensemble, les gars. Vas-y. Non, je disais, c'est là la limite de ton exercice, c'est que la rationalité qu'on peut avoir dans nos boîtes à chercher des mecs ou des nanas qui dans leur domaine sont meilleurs que le manager général, c'est une logique implacable parce que la performance, elle est ailleurs. En politique. Pour avoir été un peu dans les coulisses, on cherche surtout des gens qui vont pas trop faire de l'ombre et pas piquer la place, parce que s'ils sont meilleurs, ils sont capables de prendre la place. Ouais. Donc on a un prisme là qui est... c'est les limites du parallèle, les limites de l'exercice et du parallèle entre les entreprises et le système politique. C'est vraiment grossi en politique. C'est la limite, mais moi je passe mon temps en tout cas à dire à des dirigeants d'entreprise en permanence lors de COMEX que j'anime, ayez l'intelligence de recruter meilleur que vous-même. Et c'est très important parce que je pense que l'ancienne génération, je m'arrête à Nicolas Sarkozy, ils ont tué justement toute la ligne intermédiaire. Et allez, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais on a des seconds couteaux. C'est-à-dire qu'on parlait de programme tout à l'heure. Moi, ce n'est pas un programme qui me fait rêver, c'est un projet. C'est un projet de société. C'est où va mon pays à 20-30 ans, quelle orientation, quel idéal on donne. Après, il y a tout le détail des mesures économiques, écologiques, sociétales. Bon, ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement. En tout cas, pour LR, sur l'étude de cas en question, voilà, la première mesure, c'est le cash, la trésorerie. D'accord. Réduction des coûts massifs, trouver les solutions, je vends mon siège, je me mets en location. Il est déjà vendu. Je réduis, bon, voilà. C'est ça en plus. La deuxième action, c'est la communication interne, la communication externe, parce que là, il faut éviter la fuite et que ça démissionne en masse avec les retours de cartes LR de partout pour corriger le tir. C'est une refonte majeure des statuts parce que dans le cas d'un parti politique, le produit qu'on évoquait tout à l'heure, il n'y a pas 36 000 solutions, donc il faut faire
un vrai projet de transformation au niveau de la gouvernance, au niveau de la manière d'animer ce parti. Il faut en faire un parti moderne, qu'il ne faut plus sans doute appeler parti, mais là, il y a un vrai projet de société à construire. Et ensuite, il faut mettre en place les organes nécessaires pour faire émerger la future gouvernance, qu'elle soit individuelle, collective, voilà. Et c'est un projet, quand on fait du retournement d'entreprise, on procède exactement de cette manière-là. Et puis si tu peux motiver un peu tes équipes cadres ou anciens cadres honoraires pour que Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, enfin tu vois, les cadres un peu lourds, soutiennent ta candidate, l'aident, l'accompagnent, la reçoivent dans leur fief, etc. Ce qui n'a pas été fait du tout. Où tu changes, ça a savonné quand même fort. Stéphane, où tu changes tout, tu fais comme au rugby. Tu sais, au rugby, il y a 3 ans, on disait qu'il n'y avait plus d'équipe de France et qu'il fallait 15 ans. Tu mets un nouveau patron, voilà. Tu mets Galtier. Lui, il a misé sur la jeunesse, il a pris les jeunes, il a pété tout. Il a pris les présidents des clubs en leur demandant toutes les petites stars qu'ils avaient et ils les ont réunis. Tu regardes, on a enfin à nouveau une grande équipe de France. Je ne savais pas qu'on allait revenir sur le tournoi. Avec les noms que vous avez donnés, c'est valable à droite et à gauche, c'est encore une fois la limite de l'exercice. Quand tu es dans une boîte, tu as ton COMEX, tu as tes équipes, il y a une orientation, on veut de la performance économique, on va discuter de la redistribution, etc. Là, c'est la somme d'individualités qui pensent d'abord à leur carrière et à leur objectif. C'est une sacrée brouette de grenouille à faire à pousser. Pas de chef, pas de leader. Même quand tu as un patron et un leader. Bon, je sais pas si ça. C'est bien tout ça, c'est bien, oui, c'est bien. Merci Nicolas. Bravo Nicolas. Merci pour cet exercice. Ouais, on n'a pas parlé, parce qu'on en a parlé très rapidement, on n'a pas parlé du MEDEF, parce que j'avais lu, et je crois que tu avais un peu réagi à ça, c'était un papier de l'Opinion qui disait que le MEDEF était un peu plus hésitant en 2022 qu'en 2017 sur le fait de se prononcer. Est-ce que tu considères que c'est le rôle des partenaires sociaux ? Donc là, ils l'ont quasiment tous fait. Donc la CFDT l'a fait la première, la CGT l'a fait hier, donc de manière très claire, sans ambiguïté pour Emmanuel Macron. Enfin, c'est la formule de Mélenchon, hein, pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Et le MEDEF, effectivement, l'a fait aussi, c'était lundi après-midi, je crois. Considère à l'unanimité que le programme d'Emmanuel Macron est plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi dans notre pays, même s'il comporte des lacunes. Il est le plus à même de préparer la France aux défis de l'avenir en faisant le choix de la compétitivité et d'une croissance durable. Vive la République! Vive la France. Non, mais ils ont fait court, ça a été remarqué. Ils ont voulu faire court. Et j'ai lu, alors, il y a des journalistes qui sont bien informés là-dessus, qui s'étaient posé la question. Ça n'allait pas de soi, l'idée de... je respecte évidemment ton devoir de réserve, si jamais tu ne veux pas t'exprimer là-dessus, Aziz, hein, mais l'idée de... Parce qu'on est le MEDEF, parce qu'en appelant à voter Macron, dans le climat actuel, il n'est pas du tout sûr qu'on lui rende service. Et donc l'idée du communiqué a été à un moment en balance. Mais quand tu es la première organisation patronale de France, avec l'image que tu peux avoir, et on ne va pas se voiler la face, ça peut être un plus, ça peut être un moins. Est-ce que c'est le rôle du syndicat de se positionner sur une élection ? Je ne le crois pas, il y a la neutralité et c'est bien ainsi. Mais il y avait un besoin urgent d'expression sur le sujet, et par la comparaison des programmes économiques, le MEDEF il est pleinement dans ce rôle, à dire, pour nous, le moins pire, le mieux, prends le terme que tu veux, c'est dans le communiqué. Oui, le terme Macron vis-à-vis de... Mais tu sais, moi je suis peut-être encore un peu minoritaire dans mon syndicat. Je suis pour qu'on casse un peu les codes, pour les entrepreneurs engagés, ça sert à toute cette image de... envie de dire on est tous engagés, ça bouge pas trop. Et j'ai pas envie. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Aziz ? Ce que je veux dire, c'est que on a des syndicats qui officiellement ne doivent pas s'exprimer, et ils ne s'expriment que dans l'urgence. Je le regrette, parce que là il y a une urgence. En tout cas à mes yeux, le deuxième tour est une urgence. En tout cas de mon point de vue. Et je regrette qu'on s'exprime pas un peu plus sur le sujet avant. Il y a par exemple tous les syndicats font passer des oraux sur leur sujet aux candidats. Mais à l'issue, personne ne dit Monsieur Untel, c'est mieux que Monsieur Untel. Ah, tu penses qu'il devrait se prononcer avant le vote ? Évidemment. Avant le premier tour. Quel est l'intérêt de faire passer des candidats qui viennent pitcher sur leur programme ? T'écoutes, comme ça te donne de l'information, c'est tout. Oui, mais ce serait bien qu'à la fin, on puisse avoir au moins un sentiment.
de dire, monsieur Untel, ça correspond plus à ce qu'on a. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tu as quelle légitimité pour dire ça? La seule légitimité, celle d'une organisation, et je vous rappelle qu'un syndicat, c'est une association, de pouvoir le dire. D'abord, il faut demander aux adhérents si ça rentre dans leur... de le faire. Et pourquoi pas on a toujours fait comme ça, Stéphane, je suis un ennemi. Non, mais parce que tu as un vrai problème avec le MEDEF. C'est que beaucoup d'adhérents ne savent même pas qu'ils sont adhérents au MEDEF. C'est-à-dire, c'est une adhésion automatique au MEDEF. Ce n'est pas des vrais adhérents. Y a pas de... tu vois. Ah bah oui, non, mais c'est un vrai sujet. Tu parles. Les 700 000 entreprises de France, non, en fait, indirectement par les fédérations. Mais bien sûr, tu vois, voilà. Ça, je l'entends bien. Mais c'est valable pour le MEDEF, mais c'est valable aussi pour d'autres organisations syndicales. Pour l'UDP, pour la CPME, etc. Même pour la CGT, pour la CFDT, etc. Tu fais passer un oral à tous tes candidats qui vont se présenter. C'est pas uniquement juste pour les entendre. C'est aussi pour les juger. Enfin, moi, j'aimerais qu'on ait une CGT qui ne l'ont jamais fait. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, c'est la CFDT. CGT n'ont jamais été près d'un parti politique, n'ont jamais soutenu. Bien sûr, oui, évidemment, la CGT l'a fait. C'est une émanation. Mais non, mais dans son histoire même, c'est une émanation du Parti communiste, la CGT. Il y aurait donc une logique à un moment donné à choisir aussi ton émanation politique, c'est les stratégies politiques, c'est les grandes idées. Et toi, en tant que syndicat, tu réunis des gens qui adhèrent à une partie de ces idées. Tu changes complètement. Pardon, mais si tu fais ça, moi j'ai rien contre, mais si tu fais ça, tu transformes complètement le MEDEF. Alors là, c'est un changement d'objet. Alors peut-être que ce serait une bonne chose. D'accord, non, oui, un peu aussi. Il y a des débats de ce que je conçois comme le progrès, c'est de dire est-ce que on reste un syndicat où on fait passer les gens et on dit les gars vous écoutez et vous choisissez, ou est-ce qu'on est un petit peu plus proactif à l'issue de ces oraux, on dit écoutez, monsieur ou madame Untel a été plus pertinent, ça correspond mieux parce que, et tu fais un classement. Ça met un peu la pression aussi aux candidats. Tu veux dire sur des spectres précis qui concernent le travail, l'emploi, évidemment. Bien sûr. Ok, on s'en fout du mariage. Oui. Que ce soit sur le sport, c'est bien, mais le programme sur le sport... C'est un peu ce qui est fait quand tu lis la... Non, il y a pas... mais c'est logique ce que dit Aziz, parce que comme il y a aussi maintenant des commissions sur l'insertion, la formation, etc., et que les syndicats, etc., ne se mêlent plus simplement de défendre le droit du travail. Sauf que vous allez avoir un problème. Avec une réelle expertise. Avec ce que je viens de faire, je suis sûr qu'avec ce que je viens de dire, je vais avoir de nombreux débats au sein de ma direction. C'est Bismarck, Aziz, t'inquiète. Mais tranquille encore. Justement, dans 2-3 ans, ce sera plus compliqué, mais là, ça va. On va balancer l'info avec Nicolas, il y a un redressement à faire. Tu connais cette phrase de Coluche avec laquelle j'ai grandi, on ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui regardent. Sur Bismarck, on peut encore. Voilà. Ouais, mais il y a les replays. On peut encore dire. Non, le plus malin, c'est Asselin, c'est François Asselin, le patron de la CPME, qui dit « La CPME ne donne pas de consigne de vote ». Personnellement, j'ai regardé le programme de Marine Le Pen, ce serait quand même une sacrée aventure. Il s'arrête là, tu vois. Le gars, voilà, il insiste sur le côté aventure, elle ne maîtrise pas, etc. Est-ce que je prends juste une minute mais on a le temps, on est bien. Tu as dit que peu de gens risquaient de m'entendre. Moi, j'ai vécu 2002 il y a 20 ans. J'étais pas bien vieux, donc c'était ma 3e élection, c'est ma 2e élection présidentielle, tu vois. Donc le schisme, ça a été un choc terrible quand même, tu vois. Et pourquoi tu nous dis ça Parce qu'en fait, là, on a l'air de parler de ça comme si c'était pas très grave. C'est normal, ça, quand même. Enfin. Non, c'est déterminant. Je veux dire, le programme de cette personne, il est extrêmement dangereux. Mais je parle sur le spectre d'une émission économique. Non, mais tu as le droit de dire ce que tu veux. Alors, vraiment, tu es là pour ça. Je ne parle pas du reste, parce que le reste, c'est pas son père. Tu disais tout à l'heure, là, parce Stéphane, elle est pire que son père. Aujourd'hui, elle distribue. Aujourd'hui, elle baisse les retraites. Aujourd'hui, elle veut nationaliser. Aujourd'hui, elle veut sortir de l'Europe. Aujourd'hui, elle veut produire en France. J'aime bien. Industriel qui n'existe pas. Disons les choses. Je suis désolé, tu regardes les années 30 aux années 38 dans un pays qui est frontalier. Mais Stéphane, tu mets du national avec de l'ultra-socialiste populiste, ça peut finir très mal. Stéphane. Et on l'a fait tous. Dans les années 30, ils ont tous fait « Mais non !» Eh ben voilà. Je sais pas qui. J'ai lu ça ce matin dans la presse. Je ne sais pas qui a dit. Les 3 points qui sont là, quoi. Attends, laisse Aziz. Je ne sais pas qui a dit Zemmour dit tout haut ce que Marine Le Pen pense tout bas. Et je pense qu'il a. Je ne sais plus qui a dit ça ce matin. C'est un entrepreneur qui résumait en fait ce bloc-là. Et je partage parfaitement ce que dit Stéphane, c'est que on manque quand même globalement de culture politique et de culture historique. Les racines d'un certain nombre de courants idéologiques et idéologiques aussi économiques, faut quand même remonter à l'histoire. L'histoire, ça sert à ça. Et en face, c'est pas mieux. Oui, on a justement la nôtre, Aziz.
pas l'histoire de l'Allemagne des années 30. Non, Voilà, la l'histoire, nôtre. ça sert à ça. La nôtre, tout à fait. Ah, la nôtre. Voilà. La nôtre. Je crois pas Sur quel mode Enfin, elle sort pas des ligues factieuses, elle sort pas. Enfin, bref, c'est votre avis et vous êtes là pour l'exprimer. Ouais. Moi, J'ai aucun problème avec ça. J'ai quand même donné un point. Quand même. Je vais quand même donner un point sur l'aspect programme. Je te rassure, comme on est de la même génération, Stéphane, et que j'ai voté aussi pour la deuxième fois en 2002. C'est la génération Club Dorothée autour de la table, je vous le rappelle. Il a l'air beaucoup plus jeune. Je t'assure que Jospin, Strauss-Kahn et Aubry ont fait beaucoup plus de mal à la France que le programme de Madame Le Pen aujourd'hui sur le tableau, parce qu'on n'en parle pas. Ça, je suis pas sûr. Par contre, les 35 heures, la génération, la destruction massive de plus de 2 millions d'emplois, Indéniablement. et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on paye depuis 22 ans, c'est quand même une catastrophe pour notre économie. Je sais qu'on n'en parle pas, mais ce serait bien de faire un droit d'inventaire et qu'on fasse une émission avec un vrai bilan des 35 heures aujourd'hui. Nicolas, je veux pas Sur le plan je sociétal veux pas aussi, sortir j'entends. du truc. Économiquement, tu as raison. Sur le plan économique, Ils ont j'entends. donné les clés à l'Allemagne qui était en train de se reconstruire et depuis, c'est bon. Ça Ouais. a coûté très cher. Tu vois, de ce point de vue, je parle économique. Il n'y a pas chez M. Mélenchon, chez M. Zemmour, chez Mme Le Pen uniquement des questions économiques qui nous parlent à nous et qui devraient suffire à un Français relativement éclairé de fermer le programme de ces gens-là. Sauf qu'en fait, les gens ne n'ouvrent pas le programme de Marine Le Pen économique. Ils écoutent ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, c'est facile. Elle dit, regarde la bagnole de ton voisin, elle est mieux que la tienne. C'est parce qu'en fait, il l'a volée. Et l'autre en face, il dit pareil. C'est ça qui a changé entre le père Le Pen et la fille Le Pen. Elle dit la même chose que Mélenchon. T'es riche parce que tu as volé. C'est plus du tout la même chose. Le Pen était un libéral. Et Zemmour est un libéral. Tout ce qu'il pense, je ne le pense pas. Il a le droit. Mais économiquement, il reste dans le marché. Il reste dans un capitalisme qu'on peut critiquer. Là, des fois, franchement, si tu écoutes... Voilà, Stéphane, il n'est plus au second tour, hein, donc c'est... Non, mais si tu écoutes Bardella, machin, etc., ils te font un peu peur par moment. Je suis désolé, ils te font un peu peur. Ils ont plus l'air très sûrs, tu vois, Non, mais de moi, là où je ils se parlais- positionnent. je parlais juste d'un point de vue purement économique. D'accord. Voilà, moi, je reste là-dessus. Oui, mais Je- Stéphane a quand même en partie raison quand tu lis le détail des propositions de Marine Le Pen, du démontage des éoliennes. Alors, j'ai compris que finalement, elle ne serait peut-être pas démontée, qu'elle réfléchirait à démonter les éoliennes. Ouais, t'as une autre Du, idée aussi. du démontage La des éoliennes suppression. à la renationalisation des sociétés d'autoroutes. Enfin, il y a quand même... La suppression il y a de des trucs- l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Eh bien, ça Si on- m'intéresse, ça. Oui, c'est intéressant, mais Ça c'est... m'intéresse. Ah ouais, C'est la- moi ça, Non, mais ça m'intéresse. Kylian Mbappé Le va être trader ravi. de 27 ans, Il sera en Espagne. le cadre, mais on marche sur la tête. Mais si tu veux de la colère populaire, mais rajoute-en une louche. Tous les moins de 30 ans ne sont pas forcément des gens qui gagnent peu ou pas à leur vie. Aziz, Il y a- ce n'est pas juste. Tu peux tout caricaturer et j'ai aucun problème avec ça. Ah, c'est une caricature. Le la sujet, c'est... proposition. Non, oui, mais à un moment, tu as quand même un sujet de transfert générationnel. Et évidemment que c'est n'importe quoi, puis tout le monde me dit, visiblement, c'est anticonstitutionnel. Donc voilà, emballer, c'est Le peser. sujet est Bon, clos. voilà, emballer, c'est peser. N'empêche que ce sujet de transfert générationnel, il est important. Il faut trouver un moyen de le saisir, de le prendre, et c'est pas en promettant dès le premier jour de ta campagne l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. C'est quand même la première chose qu'il a dite, Emmanuel Macron. Voilà, moi il y a un sujet. Et cette idée, c'est peut-être pas la bonne, mais l'idée en tout cas de trouver un système efficace pour que les jeunes gens, les jeunes filles de ce pays, qui vont de plus en plus avoir de problèmes à se loger, ça va être une crise très importante. Jacques Chanu, l'ancien patron de la FFB, a publié un post il y a 2 jours pour essayer d'alerter sur ce qui est en train de se passer, mais on le saura que dans 5 ans. Hein, les constructions qui ne se font pas aujourd'hui, on le saura que dans 5 ans. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Je pense même qu'il n'y a pas d'autre sujet, en fait, que d'organiser ce transfert générationnel. L'investissement sur J'ai la un peu jeunesse. cassé l'ambiance, là. Non, parce que moi, ça me Pardon. dépasse un peu, parce que le transfert transgénérationnel, c'est très bien, mais vraisemblablement, ce qui les intéresse, les jeunes, c'est plutôt ce qu'a dit Mélenchon. Voilà. Mais On c'est va normal. vous en mettre partout. Vous en aurez partout, vous ne foutrez plus rien. Et vous pourrez vous éclater avec le fric jusqu'à nouvel ordre. On va vous arroser parce qu'il ne faut pas que vous souffriez. Et les gens qui sont autour de cette table, Stéphane, C'est la philosophie de base. les gens qui sont autour de cette table, Stéphane, si on nous avait tout T'étais donné. pas révolutionnaire quand t'avais 20 ans, Stéphane? Jamais. Tu sais ce que Ah je voulais bah ouais. révolutionner. Bah moi j'ai été révolutionnaire. Mais si, mais Stéphane, moi j'ai fait la révolution auquel je rêvais à 20 ans. Voilà, moi je T'étais voulais changer les entrepreneur. choses. Bah, Ouais, voilà. bah ouais. Moi je voulais changer les choses. Le banquier avec son. J'ai marré à truc, 23, qui- donc voilà. c'est non, un peu mais pareil. Stéphane, la révolution, elle passe par l'entreprise, elle passe par l'innovation, elle passe pas D'accord. par gueuler, parce qu'en fait, tu as 20 ans et que tu t'inquiètes pour tes retraites. À 20 ans, tu es étudiant, t'inquiètes pas pour tes retraites.
Tu vois? Non, mais ils s'inquiètent pas Inquiète-toi. pour leur retraite. Ils s'inquiètent pour leur avenir, d'une manière générale. Quoi, voilà. Ouais, Que tu veuilles renverser le système à 20 ans, ça me paraît pas. Bon, attendez les gars, parce qu'il reste 5 minutes. Alors, une phrase, et puis parce que je veux quand même qu'on juste raconter, parce que vous l'avez lu, mais cette histoire de Kemwan, moi je vais en dire un mot, parce que c'est un truc incroyable. Tu veux... Non, juste pour clôturer, j'ai discuté avec pas mal de jeunes de 20 ans, parce que j'ai une fille de 19 ans qui a voté pour la première fois, et beaucoup de jeunes qui ont voté Mélenchon, ils ont aussi voté pour Mélenchon pour une chose, c'est que c'est l'un des rares qui a véritablement intégré et parlé d'écologie dans son programme, à l'inverse justement d'un Emmanuel Macron qui n'en parle pas, d'une Marine Le Pen qui n'en parle pas, et des autres candidats qui en ont finalement très peu parlé. Ouais. C'est juste pour fermer la parenthèse, mais c'est un des sujets qui les a aussi portés, et d'aller vers le vote utile, c'est-à-dire plutôt que d'aller effectivement chez Jadot. Alors donc, Kemwan, donc, qui fait du PVC. En 2013, devant le tribunal de commerce, Alain de Krasny, j'espère que je le prononce bien, il est franco-autrichien. Il a 80 ans le gars aujourd'hui. Avait promis de partager 10% de sa plus-value entre les salariés en cas de revente donc, de ce fabricant de PVC, alors en redressement judiciaire. Il a réalisé 700 millions d'euros de plus-value en décembre à la session au fonds Apollo. Bravo. Et donc, il a tenu son engagement et il a cherché à distribuer 71 millions d'euros à 1400 collaborateurs. Donc, au prorata de l'ancienneté, 6 800 euros par année pleine. C'est incroyable comme histoire. Magnifique. Seulement voilà. Obligation de verser la prime en salaire. Parce qu'en fait, tous les dispositifs de partage du Il fallait le profit, faire avant. voilà, il aurait fallu le faire avant. Ben oui. C'est ça. De, Ouais, mais sauf mettre qu'avant, en place tu sais des pas. BSPCE, des BSA à hauteur de 10%. Alors attends, je finis, tu vas me dire. Il l'avait annoncé, Donc, ça, il obligation. Attends. Obligation de verser la prime en salaire, charges, impôts, perte d'avantages sociaux. Ça paraît fou, écrivent les Échos, mais certains envisagent de refuser la prime. Ouais. Et pour une prime, par exemple, de 54 000 euros au départ, il va rester un tout petit peu plus de 20 000 euros, tout compte fait. Voilà. Et ça, c'est dommage, parce que je pense que le gars, si on lui dit on te donne 20 000 euros, il est ravi. Si on dit t'avais 54 000, il t'en reste plus que 20 000, t'es triste. Et donc tu dis il aurait fallu anticiper le truc, mais tu sais pas quelle plus-value tu vas faire. Ça fait 25 ans qu'on vit ça, l'autre. Si, On est plus triste. tu peux mettre en place dans la limite de 10% du capital social d'une entreprise, fixer des objectifs, d'accord, et qui fait qu'à objectif atteint, à une période atteinte, tu touches les actions, mais ils auraient été quand même soumis avec un peu d'impôt quand même, au final, mais ça aurait été plus propre fiscalement et financièrement pour les salariés. Ouais. Mais il fallait le faire il y a 5 ans et pas au dernier moment, parce que sinon, c'est requalifié par l'administration. Voilà, c'est ça. C'est une sacrée histoire quand même, non? Toutes les bonnes volontés trouvent sur leur chemin les obstacles administratifs. Donc c'est comme ça qu'on tue les énergies, c'est comme ça qu'on tue les volontés. Et bien évidemment, ça fera un petit papier dans les Échos, c'est très bien. Non, mais avant ça, le gars qui tient son objectif, c'est quand même 71 millions d'euros, quoi. C'est pas n'importe quoi, qu'il distribue. Je trouve cette histoire est incroyable. Pour moi, c'est l'exemple parfait à la fois d'une certaine forme de génie français industriel, tu vois, parce que le mec prend 700 millions, donne 10%, c'est ça le rapport. Et c'est du PVC quand même. Et puis il repart d'un truc qui allait pas bien. Mais évidemment, il y a Donc, en fait, il réconcilie capital, travail, une bonne fois pour toutes, parce qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, bon. Il fait l'erreur de ne pas être un fiscaliste, donc il n'a pas mis en place le truc en se disant bonne volonté, on va aller dans le sens et ça va gêner personne. Et là, pardon, c'est peut-être les antihistaminiques, c'est d'une débilité profonde. Je vous trouve gentil. C'est l'administration fiscale, la réaction de l'administration fiscale. T'es obligé d'appliquer la loi. Il faut quelque chose, là. C'est un truc à mettre en avant. On a un chef d'entreprise qui fait un truc bien. Après, ce que tu peux voir, c'est que le futur acquéreur, pour avoir cédé 90%, donner 10%, parce que les salariés ne disparaissent pas, a priori, ils restent dans l'entreprise. Donc, il y a peut-être quelque chose. Mais là, il faut prendre le fiscaliste. Non, mais c'est vrai que non, mais c'est ça la morale. Ce sera la phrase. Tu as parfaitement raison. Quoi que vous fassiez en France, prenez un fiscaliste. Ou un conseiller en gestion de patrimoine. Ou un conseiller en gestion de patrimoine. Ou un conseiller en gestion de retraite si vous êtes proche. Ou un cabinet de management de transition. Merci les gars. Merci Stéphane. Merci pour tout ça. On a appris plein de choses. Et donc on se retrouve demain, évidemment, sur Bismart.